Encore une fois, Voilà. devant nos caméras dans ton bureau. Ouais. Très intéressant. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Des Curieux Show est venu chez Monsieur Fofo Lukata, Merci. un doyen d'ici. Mais je suis venu juste par curiosité, je voudrais un peu vous connaître, mais en public, davantage devant mes caméras. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas très public, mais enfin, si ça peut aider, pourquoi pas. Ok, une très bonne chose. Comme je vous disais, je suis chez Fofo Lukata. Je m'appelle Tito Mongali Londolé, vous me connaissez tous, acteur et réalisateur. Maintenant, je m'intéresse à ce que les gens font, les Congolais beaucoup plus, et pourquoi pas les Africains et les Américains aussi. Aujourd'hui, nous sommes intéressés par le monsieur que vous voyez, monsieur Fofo Lukata, un doyen ici. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été ici aux États-Unis pendant longtemps. Mais je pense qu'ici, il pourrait nous ouvrir son cœur et nous dire un peu quelque chose sur une petite biographie depuis le Congo, puisque c'est un Congolais jusqu'ici aux États-Unis. Je sais que ça pourra nous prendre une éternité, mais vous saurez comment résumer cela. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben voilà, je suis congolais. Je suis né à Lubumbashi en fait. Né à Lubumbashi, j'ai fait des études à Kinshasa aussi. J'ai quitté Kinshasa quand j'étais très jeune. En fait, à Kinshasa, j'étais collège Albert, collège Boboto. Puis voilà, comme mon père était diplomate, on a dû voyager dans pas mal de pays en Afrique d'ailleurs. Ben voilà, puis j'ai terminé en Belgique. J'étais en Belgique, j'ai passé beaucoup de temps en Belgique. Puis de la Belgique, voilà, je suis ici. Très bien, un bon résumé. Ouais. Les gens qui vous entendent comme ça, ils vont savoir, ça c'est un petit résumé. Mais comme vous l'aviez dit, vraiment en bref. Mais quand vous avez dit que vous avez quitté Kinshasa, c'est en quelle année vous avez quitté Kinshasa et vous aviez quel âge? Ben, j'ai quitté Kinshasa pour la première fois, j'avais 11 ans. 11 ans. Ouais. C'est parce que vous les vouliez ou parce que... Non. Papa était diplomate, donc on a voyagé un peu partout. J'avais 11 ans, la première fois. La première fois, c'est qu'il y a eu une deuxième fois? Non, je suis revenu et reparti en même temps. Enfin, je veux dire, j'y étais en vacances et tout ça. Et puis je suis revenu vivre à Kinshasa pendant au moins 2-3 ans. J'ai vécu avec ma mère en fait à Kinshasa. Qui s'appelle? Elle s'appelle Pauline. Pauline. Elle est toujours en vie? Non, malheureusement elle n'y est pas. Ah, désolé. Et elle n'est plus avec nous. J'ai vécu pendant les 3 ans que j'étais à Kinshasa, j'ai fait collège Albert, collège Boboto. Et mes souvenirs de Kinshasa en fait. Puis Kinshasa, j'étais au Tchad, j'ai fait le Rwanda, le Burundi, j'ai fait pas mal de pays. Juste dans la diplomatie? Dans la diplomatie. Et pour finir, pour arrêter tout ça, on était tous... on a terminé à Bruxelles. De tous ces pays-là que vous avez cités, où est-ce que vous avez vraiment passé le plus de temps? En Afrique, moi je dirais la Belgique et certains pays d'Afrique en fait. C'était 2 ans ici, 1 an ici. Je parlais un peu plus fort parce que je voudrais bien que moi je voilà. sûr que mes micros est en train de capter. Non, je dirais plus en Belgique. En Belgique? En Belgique, ouais. Plus de temps en Belgique. C'est-à-dire, vous avez passé combien de temps là-bas en Belgique? J'ai passé beaucoup plus de temps ici, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis ici. Non, nous sommes encore en Belgique. Là. Mais en alors, Belgique, vous avez passé combien de temps? Peut-être quoi? In and out, je dirais peut-être close une vingtaine d'années. Ouais. Une vingtaine, hein? Une vingtaine d'années en Belgique? À peu près. À peu près. Ouais. En tant qu'étudiant, jeune premier, businessman ou comment? Non, étudiant. En général, en fait, tous les Congolais qui étaient en Belgique étaient étudiants. Surtout à mon âge, en fait. En tant qu'étudiant. Et puis voilà, terminé dans tout ça, j'ai fait de la musique. Oh. Ouais. Ça, je signale que votre ami et frère Martin Lutumbo me l'avait dit, mais vous m'aviez dévancé. J'attendais à ce que vous passiez la Belgique sans parler de vos talents des musiciens, comme ça je pourrais vous ramener back. Là. Non, je peux pas. En fait, on a fait de la musique en Belgique et pendant des années, on voulait faire plus la musique américaine que la musique congolaise en fait.
Et la musique congolaise, c'est plutôt parce que je dirais pas un problème de culture, on est plus accro à la musique américaine. Et groupes comme Earth, Wind and Fire, T-Connection, Isley Brothers, tous les groupes, Con Function et tout ça. Alors, donc mon frère et Guy, mon cousin en fait, on a grandi ensemble, je le traite comme un cousin. Tous les trois, on s'est lancés dans l'aventure de la musique. Et qu'est-ce que vous a emmené aux États-Unis d'Amérique? Justement, la musique m'a amené aux États-Unis. Ouais. La musique vous a amené aux États-Unis? La musique m'a amené aux États-Unis, ouais. Pensez-vous avoir réussi dans la musique ou pas? C'est une longue histoire. Hein. On avait, je vais dire, une carrière en Belgique. On a été signé par une maison anglaise avec laquelle on a fait quand même quelques singles et tout ça. Et alors, pendant qu'on était avec la maison, qu'on a signé avec la maison, il y avait A&R Records, ici, qui s'était intéressé à nous. Alors, ils ont envoyé pour nous, en fait. Hein. Ils ont envoyé des gens nous chercher, on est arrivé ici. Mais dès qu'on est arrivé ici, il y a eu des problèmes de contrat. Tout d'un coup, la maison anglaise ne voulait plus nous lâcher. Alors, ils étaient pour parler pendant longtemps, pendant des mois et des mois et des mois, qui va avoir le contrat et tout. Mais ce qu'on avait fait, nous, à l'époque, en fait, le groupe s'appelait Preset. Pour ceux qui connaissent, en fait, ceux qui sont de la Belgique, ou de la France même d'ailleurs. Ça s'appelait Preset avec un S. Alors, quand il y a des problèmes de contrat, on a changé, on a ajouté un deuxième S. Preset juste pour déjouer. Mais en fait, ça n'a pas vraiment marché parce que les pourparlers, tout a tourné en queue de poisson et tout ça. Entre-temps, on était ici. Maintenant que vous ne faites plus la Belgique, vous êtes ici aux États-Unis, ça fait combien de temps? Aux États-Unis, ça fait 25 ans que je suis là. 25 ans. 25 ans. Et vous ne faites plus de la musique. Qu'est-ce que vous faites ici aux États-Unis? Ici aux États-Unis, j'ai une compagnie, en fait, ce que vous avez, World Capital Finance and Investment. Ce qu'on fait, c'est on redresse les compagnies qui sont en bord de faillite, en fait. On redresse les compagnies. Comment vous le faites? Une compagnie qui tombe en faillite. Qui va tomber en faillite. Qui va tomber en faillite. Même qui tombe en faillite, vous arrivez à votre expertise. Absolument. Et comment vous le faites? On a un groupe. Parce que là, vous ne me parlez pas. Vous parlez à ces publics qui vous suivent. Ah ouais, voilà. On a un groupe d'avocats et de comptables, en fait. Alors, on a ce qu'on appelle forensic accountants. Alors, on re-injecte quelque part, après avoir fait des comptes, si tu veux, on re-injecte. En fait, on a des investisseurs aussi, on a énormément d'investisseurs à qui on présente nos projets. Telle compagnie est en faillite et voilà ce qu'on peut faire de cette compagnie. Si on injecte autant d'argent, on peut arriver à telle solution. Et maintenant, on a besoin des investisseurs. Et nos investisseurs, en fait, regardent le projet. Et avec nous, on travaille ensemble, on structure la compagnie. On restructure la compagnie. Et voilà, on injecte l'argent et bam. Good. C'est quoi encore le nom de l'entreprise? World Capital Finance and Investment. So, vous êtes le directeur? Je suis le directeur de World Capital Finance and Investment. Yeah. Ok. Monsieur le directeur, c'est bien, nous avons entendu parler de votre compagnie. Nous allons continuer encore sur la compagnie, mais après cette petite page publicitaire. We all make mistakes. Some are small, and some are large. The target is in sight. Wait, Daddy, I made you one special gift. Give me some. I need something wrong here. Tattoo. I know this tattoo. I'm reporting live from a crime scene where a girl was found dead this morning. Police and fire units responded to a call shortly after 10 a.m. due to the gunshots that was heard by the neighbors. Like I told you before, he's extremely dangerous. He killed his wife and daughter. To protect the company, I want to find him and kill him. Sorry, sir. I was asking my people to leave. Who did this? General, I don't know. But this is like a job for the police department. There is a murder that took place. How could you just decide to release us so quickly?
to talk to someone named Kiki. It's Kiki. My mama told me about killers like you. Ça fait combien de temps que vous avez cette compagnie? 9 ans. 9 ans. Et vous avez déjà des grandes réalisations avec la compagnie? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Sinon, on serait pas pendant 9 ans, on n'aurait pas résisté. Hein. Ah, mais oui. Ouais, ça va, sinon. Non, je veux dire, vous avez été directeur pendant 9 ans? 9 ans, ouais. Ça fait longtemps, ouais. Et comment les gens peuvent vous trouver s'ils sont intéressés par ce que vous faites en regardant cette caméra-là? Ce qui se passe avec nous, c'est qu'on n'est pas. Comment dire qu'est-ce qu'on va dire ça? On ne sollicite pas en fait les gens. On ne sollicite pas, on ne va pas dire voilà, on va vous aider ou quoi que ce soit. On travaille plus avec par referrals, mais c'est des références en fait, quelqu'un nous envoie, ou même le gouvernement en fait, la ville, nous envoie parfois des compagnies ou des jeunes entrepreneurs qui ont des bons projets, mais qui n'ont pas assez d'argent en fait pour financer. Donc si je comprends bien, donc vous avez déjà votre client. Les clients, c'est le gouvernement, ce sont ces investisseurs-là qui vous emmènent des projets. Voilà. Donc il n'y a pas de quoi donner un website, un numéro de téléphone. Ouais, il y a un website. C'est quoi le website C'est wcfigroup.com. Le website que vous voyez là au bas de l'écran, c'est ce website-là que vous pourrez entrer dedans et en savoir un peu plus. Et voilà, en fait, bon, voilà, ce qu'il y a, c'est que parce qu'on travaille avec des gens, et ces gens qui sont somewhat recover back, ils deviennent successful, souvent nous réfèrent les gens. On voit des compagnies ou alors les avocats qui vont en fait travailler avec des gens qui sont au bord de la faillite. Et ces avocats les emmènent comme referrals, comme reference to WCFI. Comme WCFI en short. Oh, ok. So, on va mentionner ça au bas de l'écran. Maintenant, on va un peu changer de sujet, on va quitter le côté professionnel, on va un peu se mettre dans Fofo Lukata. Fofo Lukata, très connu. Très connu. Bel homme, élégant. Oh, merci. Parle bien. Merci. Avec beaucoup d'enfants. Ouais. Vous en avez combien pendant ton année? J'en ai 9. 9? Ouais. Vous n'avez que 9 enfants? J'ai entendu parler de 21. Ah, c'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai. Mais c'est blessing, c'est une bénédiction. En fait, si 21. Si on devant nos caméras aujourd'hui, Fofo Lukata confirme qu'il n'a que 9 enfants. Non, je crois que j'ai des comptes à rendre à personne en ce qui concerne ma vie privée. Donc, j'ai pas de chiffre à donner à qui que ce soit. Mais bon, j'ai 9 enfants. 9 enfants. Le reste, il peut correct en bruit. Je sais même pas dans quel est le reste. Mais bon, c'est ce qui est. C'est beaucoup plus, c'est une des choses qui m'a dérangé un peu quand les Curious Show s'est décidé de voir Fofo Lukata. Parce que nous n'aimons pas trop des rumeurs. Okay. Nous n'aimons pas trop des rumeurs. Ouais. Et il est vrai que c'est Anthony, comme il s'appelle lui-même, Anthony Lukata Wayambo, c'est lui le premier. Absolument. C'est lui qui a commencé l'histoire. Ouais. Ok, j'en connais un peu, mais c'est Anthony que je connais le plus, et puis Jaden, et puis Ali. Les autres, je connais, je vois. Qu'est-ce que fait Fofo Lukata pour se maintenir comme ça? C'est-à-dire financièrement, professionnellement? Financièrement, je ne connais pas. Je parle de Fofo Lukata. Vous êtes âgé? Quel âge avez-vous? Moi j'ai 55 ans. 55 ans. Ouais, 55 ans. J'en ai 41, mais j'ai l'autre plus vieux que vous. Qu'est-ce que vous faites? Je crois que la santé, on aime être sa santé en fait. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, reflète en fait ce qu'on est dans la vie. Je ne bois pas, je ne fume pas, je préfère manger ce qui est un peu, je suis pas organique, mais enfin, je mange beaucoup de fruits, beaucoup d'eau et des légumes, c'est bon. Vous faites ça pour votre santé, pour vous maintenir bien ou pour bien apparaître devant les femmes? Non, des femmes, non, je pense pas que ce soit une motivation, ça, des femmes pour sa santé, non. Je pense qu'il y a
j'ai des enfants que je veux voir grandir, que je veux voir dans le futur. Non seulement ça, je me maintiens parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il faut se maintenir, il faut prendre soin de soi. Et en prenant soin de moi, c'est pas par rapport à un projet ou quoi que ce soit, c'est parce qu'en fait, il faut vivre sainement. When it comes to, comment dire, il faut manger sainement et tout. Je bois pas, je fume pas, c'est pas pour, comment dire, brag ou... ça m'a jamais intéressé en fait, voilà. Quand vous aviez dit que vous avez 55 ans et looking like this, il y a de ces gens qui se sont dit, qu'est-ce qu'il fait? J'ai posé cette question. Mais si vous deviez donner un conseil? Un conseil, c'est, je le donne à mes enfants, enfin je dis, il ne faut pas mettre ce qui n'est pas nécessaire dans son corps. En fait, ce que le corps n'a pas besoin, on ne met pas dans son corps. Je veux dire, le corps n'a pas besoin de poisson pour fonctionner. Le corps n'a pas besoin de cigarettes pour fonctionner. Et en plus, je suis très incline vers des bons produits en fait, je veux dire alimentaires, tout ça. J'essaie de vraiment complètement couper la viande. Je n'en mange pas beaucoup. Et ça encore, c'est pas, je ne suis pas végétarien. Je mange moins de viande, je mange presque pas de viande. Je suis plus poisson, un peu de poulet par-ci par-là. Et légumes bien sûr. Ok, c'est bon. Au fond, quand vous avez de la famille ici, à part vos enfants? J'ai justement ma famille, mes enfants. J'ai mes enfants, en fait, j'ai aussi un frère qui est ici. Qui s'appelle Freddy Lukata. Freddy Lukata. J'ai entendu parler, mais on dirait que je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Non, pas encore. En fait, il vivait à Seattle. Il se baquait, en fait. Et j'ai aussi une nièce qui est ici. Qui est ici, qui s'appelle Nathalie. Nathalie. Et Laetitia à Los Angeles. Laetitia. Et puis vers Santa Clarita. Pourquoi je posais cette question? Parce que je ne vous ai jamais vu avec la famille biologique, à part vos enfants. Parce que moi, les enfants, c'est plus qu'une famille biologique. C'est au fait soi-même. Au fait. C'est quoi la famille que vous êtes créée ici? Je veux dire les amis. Les amis ou la famille? Les amis, on les appelle famille après. Ouais. Quel circuit vous côtoyez? Ah, quel circuit je côtoie? Quand je suis arrivé ici, pendant très longtemps, j'ai fréquenté plutôt le milieu musical, en fait, entertainment. Et donc j'ai beaucoup d'amis dans ce milieu-là. Et là, j'essaie de... Mes enfants aussi sont mes amis en même temps. J'ai des amis, j'ai côtoyé le milieu professionnel, de toute ethnicité, nationalité et tout ça. En fait, comme ami, j'ai ma famille à moi, je dirais, j'ai aussi des amis congolais, qui sont comme des frères, Alou Amina, et Martin Ndoufo et tout ça. Et c'est à peu près ça. Le reste, j'ai des amis que je vois tous les jours. J'ai un ami haïtien, un ami jamaïcain, avec qui je suis en contact tous les jours. Je vous rappelle que ces messieurs de 55 ans partagent un terrain de football avec nous, ces jeunes frères. Et ils jouent même plus que nous 2 fois, sauf que je suis le seul à marquer, ils ne marquent jamais. Je joue à défense. Je joue à défense, donc... Ça ne t'empêche pas de marquer quand même. Alors je dirais aux téléspectateurs, en fait aux spectateurs qui regardent ce tour, qu'il aime bien m'avoir dans son camp, en fait. Sinon je m'empêche de marquer. Voilà. Ça c'est quelque chose de vrai, en tout cas. Fofo Lukata, vous connaissez tous les noms de vos enfants? Excusez-moi de revenir encore sur ça. Si on a 10 amis, on connaît leur nom, pourquoi on ne connaîtrait pas les noms de ses enfants? Nous avons Anthony. Nous avons Kevin. Anthony Lukata, Kevin Lukata. Nous avons Régis Lukata. Nous avons Tricia Lukata. Tricia Lukata. Nous avons Adam Lukata. Adam Lukata. Nous avons donc Moïka Lukata. Moïka Lukata. Et nous avons Jaden Lukata. Après nous avons... My friend. Nous avons Ali Lukata. Ali Lukata. And then Cairo Lukata. So Alika. Cairo Lukata. Seigneur Jésus. Ok. Je pensais qu'Alik était le dernier. Ok. Nous avons tous les noms des mamans, si vous vous rappelez. Bien sûr.
Et commençant par Anthony. Non, parce que vous savez, il faut avoir une tête pour gérer ça. Ouais, non. Nous autres, là, on ne sait même pas gérer 3, 2. On est des mauvais au roulage. Ouais, gérer, il n'y a rien à gérer. Il n'y a rien à gérer. Rien à gérer, comme M. Fofo Lukata vient de le dire. Nous allons bouger un peu sur notre 3e étape de ce show. Voilà pourquoi nous vous proposons encore une pause publicitaire. Ladies and gentlemen, Karibu to Congo. What is this? Hello people, Karibu to Congo, Congo Kinshasa. Karibu means welcome. We are welcoming you to the Congolese cultures. We are going to exhibit or show it to you, showcase the Congolese cultures, the good side of the Congo. Many of us are used to hearing all this bad news about the Congo, but for once we want to show you the good side of the Congolese cultures. February 11th, starting at 5 p.m. So for more information, look right here. Subscribe, get your ticket, and come. There will be music, food. We will tell you about all the Congolese cultures. See you there. Voilà, nous sommes de retour avec M. Fofo Lukata. Nous avons suffisamment parlé de cela, mais avant que nous bougeons sur notre 3e étape, je voudrais vous poser une question. Les gens savent que vous avez la maîtrise de cela, mais je dois seulement poser. Ouais. Quelle place donnez-vous à la femme? Quelle place je donne à la femme? Dans votre vie. Je pense même pas que ce soit à moi de donner une place à la femme. La femme a sa place. Et sa place, c'est justement, la femme, c'est, comment dire, la base de l'humanité quelque part. Alors, je pense que nous, en tant qu'Africains, on ne donne pas assez de pouvoir à la femme. Non, en tant qu'Africains, je vais pas dire congolais. En tant qu'Africains, nous n'avons pas assez de pouvoir qui est dû en fait à la femme. Que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, c'est que on a, malheureusement, dans nos cultures africaines, il y a un peu de machisme en fait, qui fait que l'homme, c'est vrai qu'il est le papa de la maison, mais la fondation quelque part c'est la femme. Alors, même moi j'estime qu'il s'il y avait dans ce monde-ci, si les dirigeants étaient les femmes, le monde ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. Dans le bon sens ou le mauvais sens? Dans un très bon sens. La femme est une bonne dirigeante. Absolument, absolument. On est, comment dire, surtout quand il s'agit des histoires qui se passent aujourd'hui dans le monde, des guerres et tout ça, je pense que les femmes sont capables de gérer parce que c'est elles qui donnent la vie, donc elles comprennent la peine qui est en fait la perdre ou l'enlever par deux personnes, je veux dire. Par la guerre et tout ça. C'est une personne avec qui on ne peut pas jouer. Non, c'est une personne qu'on devrait protéger, c'est une personne qu'on devrait chérir, comme on chérirait nos mamans, nos enfants, nos filles en fait, je veux dire. La femme en général est une grosse pièce, une grande pièce, si même pas de main piece, pièce majeure en fait, dans le fonctionnement de la vie de l'homme, de l'humanité, je veux dire. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Bah, je pense que c'est une bonne question ça. C'est une très bonne question. Vous l'avez dit 2 fois, j'ai entendu. Ouais, mon opinion moi, est quand même un peu très... Bon, je dirais ceci. Je ne suis pas contre la polygamie. Je ne suis pas pour la polygamie. Attendez, ma question est de savoir, êtes-vous pour ou contre la polygamie? Vous dites que vous n'êtes pas pour la polygamie, vous n'êtes pas contre la polygamie. Où êtes-vous alors? Polygamie pour vous, vous êtes pour ou contre? Je suis contre la polygamie. Je suis pour la polygamie. Pour la polygamie? Absolument, oui. Ok. Ouais. Mais dans les cultures et les pays où ça s'applique, pas comme une nouvelle mode ou quoi que ce soit, mais dans les pays où ça s'applique déjà. Mais pourquoi êtes-vous pour la polygamie pendant que beaucoup de gens sont un peu contre? Mais qui sont ces beaucoup de gens? You know wrong. Non. Mais qui sont ces gens qui sont contre la polygamie? Les églises. Les églises. Par L'église exemple. lesquelles? Par exemple. Quelle église?
l'église protestante, catholique? Je crois, moi personnellement, je crois que nous avons assez suivi le monde occidental dans tout ce qui est culturel et tout ça, en fait. L'homme africain a perdu sa culture. Là, je parle d'Africain parce que je suis africain. L'homme africain est à la chasse, en fait, il veut rattraper la culture européenne. Ce qui fait que celui qui parle bien français est plus proche du blanc, celui qui est plus clair est plus proche du blanc, celui qui vit en Europe est plus proche du blanc, en fait, qui est le blanc, qui est le modèle, en fait, de l'humanité aujourd'hui, en fait, dans lequel on vit ici. Alors, la polygamie dans les pays où elle prend place a beaucoup de sens. Seulement si c'est dans la culture, mais pas en tant que mode de vie, hein, tel que ça se passe souvent chez nous aussi. Hein. J'explique ce qu'il y a, c'est que vous prenez un pays comme le Congo, par exemple, hein, où il y a énormément de femmes et très peu d'hommes, en fait. Ça à vérifier, mais je suis sûr et certain que c'est comme ça. Et pour mieux faire, je prendrai même dans les pays pauvres, je veux dire les pays pauvres, pas seulement le Congo. Et ce qui se passe, c'est que les parents, quand ils ont une fille, tout ce qu'ils espèrent que c'est cet enfant, tout enfant en fait, que ce soit un garçon ou une fille, c'est leur futur, c'est un investissement dans le futur, pour leur bien en fait, pour leur bien-être dans le futur. Ça fait qu'ils envoient leurs enfants à l'école, on va étudier pour essayer de sauvegarder la famille, pour essayer de maintenir la famille, pour essayer de nous supporter financièrement et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils insistent, c'est pour ça que c'est dans ces cultures-là, on envoie les enfants à l'école. C'est pas pour leur bien aux enfants nécessairement, mais c'est pour le bien de toute la famille en fait. Alors on a une fille, on veut que sa fille soit mariée à quelqu'un comme son enfant qui va à l'école, et souvent ça n'arrive pas. Souvent ce qui arrive c'est que un gars du quartier ou quelqu'un d'autre, et voilà, font enceinte, et les enceintes, elles se retrouvent maman, fille en fait. Hein. Une fille, maman en fait. Et ce qui se passe alors, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Chez nous, dans nos mentalités, nous justement, elle ne vaut plus rien. Quelque part, non, c'est la bota ou... mais, dans les pays où ça se pratique, où la polygamie se pratique vraiment, on trouve des gens qui sécurisent l'avenir de leur enfant en disant non. Comment? En disant non, tel monsieur, il est, comment dire, financièrement stable. S'il épouse ma fille sera stable financièrement. Ça, c'est leur culture. Et ça marche. Ça marche dans des pays comme le Tchad, dans des pays comme... dans tous les autres pays où c'est pratiqué. Alors, mais quand ça devient une mode, parce qu'on a de l'argent, on peut se permettre ça devient un problème. En général, dans des pays où la polygamie est pratiquée, ils prennent soin de ces femmes-là. Ils prennent vraiment soin de ces femmes-là, comme si c'est la première. Et, mais maintenant, appliquer les mêmes règles ou les mêmes lois ici, ça ne tient pas parce qu'en fait, la femme ici, la culture est complètement différente. Où elle est une femme pour un homme. C'est mon homme et on divorce parce que l'homme a vu une autre femme, on divorce parce que ici, on ne regarde pas l'avenir des enfants. Et donc, c'est tout à fait différent. Je suis pour la polygamie dans les pays où ça se pratique. Parce que je suis contre, parce qu'on a même une culture européenne dans ces pays-là, dire que, voilà, il faut pratiquer la monogamie comme en Europe, comme modèle en fait. Et ça, je suis contre. Comme ici d'ailleurs, ici où la polygamie est complètement illégale, on permet à deux hommes de se marier. Alors, quand les deux hommes se marient, qu'est-ce qu'il en reste des autres femmes? Elles commencent à se marier entre elles et tout ça. On ne peut pas amener ça et se dire que non, on va l'imposer au monde entier. Puisque les hommes se marient maintenant, les femmes vont manquer de mari. Voilà pourquoi vous soutenez la polygamie. Je ne la soutiens pas ici. Je dis la soutiens dans les pays où elle est pratiquée. Ça marche, et ça a marché, donc ça a toujours marché pour eux. On ne peut pas venir leur imposer notre façon de voir les choses et dire que bon, voilà, vous devez pratiquer la monogamie et la polygamie est unfair à la femme et tout ça. Êtes-vous polygame? Je ne suis pas polygame, je n'ai jamais été polygame. Jamais été polygame? Non.
Au fait, la polygamie par définition, c'est quoi? Ben, poly, ça veut dire plusieurs. Ok. Avoir plusieurs épouses, en même temps, j'ai jamais fait ça. Ah, vous n'êtes pas polygame parce que... Je ne suis pas polygame. Ça, c'est très bien. J'ai jamais été. Jamais été? Jamais. Au vrai sens du mot, vous avez raison. Ouais. Ça, c'est très bien. Si ça peut apporter quelque chose, ouais, pourquoi pas. Ouais. Moi, je pensais que... Non, on en reviendra plus tard. Maintenant, on va parler un peu de Fofo Lukata en tant qu'artisan de son pays. Ouais. Je suis ici, je vous vois très... Ben voilà, Fofo Lukata l'a dit, il n'est pas polygame. On va le prendre comme ça. Vous vous intéressez trop, vous êtes un artisan du pays, un patriote. Le Congo, ça représente quoi pour vous? Le Congo, quoi? La République démocratique du Congo. D'où vous venez? Ouais. Le Congo est tout pour moi. Et je trouve ça vraiment dommage que le Congo est dans l'impasse dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Mais le Congo, c'est mon cher pays, en fait. Mon très cher pays. Nous le savons bien. Nous vous avons eu pour membre du comité directeur de la communauté congolaise. De la communauté congolaise de South California. Ouais. Le poste que vous occupez? Ouais. Ben, le poste que moi j'occupais, c'était plus un advisor. Non, que vous occupiez ou vous occupez maintenant? Je parle présent. Oui, vous m'avez répondu au passé. Que j'occupais, je le dis encore parce que j'étais plus un conseiller qu'autre chose. Expliquez-nous un peu, c'était un peu quoi votre travail avant que nous passions. Mon travail à moi, j'estime que nous avons un problème, une maladie en fait chez nous, qui est complètement curable, parce qu'en fait on a une réputation que la Congolais va s'en rater, Congolais ceci, et Congolais cela. Mais notre maladie à nous, c'est quoi? C'est que on ne veut pas voir des choses avancer, on ne veut pas que ce soit qui ait un... comment dire? On ne veut pas voir Congolais Moussoussou, comment dirais-je, à avancer. Alors on a plus tendance à sabotage en fait. Comme si on était dans un même trou, mais voilà, le poste que j'ai toujours tenu, j'ai toujours voulu tenir en fait, c'était plus advisor, un conseiller. J'ai jamais voulu devenir président, ça m'a jamais intéressé. Je suis pour la legacy en fait, laisser comment dire, une legacy intacte, propre, exemplaire. Mais c'est pas ce qui se passe chez nous en tant que peuple congolais. Vous étiez conseiller, en tant que conseiller, qu'est-ce que vos conseils à apporter à ce comité directeur? Ben, malheureusement, le comité directeur aujourd'hui nous a rendu un très mauvais service. C'est-à-dire? Donc j'ai fait partie d'elle. Donc vous vous êtes rendu un mauvais service? Non, nous avons rendu à la communauté. Ah, le comité directeur a rendu un mauvais service à la communauté. Ouais. Merci de le reconnaître. Ah, c'est pas une question de reconnaître, c'est obvious. C'est pas... Comment l'a-t-il fait? C'est que nous sommes quelque part donnés à des situations où nous avions un délai avec la mentalité, ce que nous appelons la mentalité congolaise, c'est que ce qu'on ici, quand tu fais, tu les appelles pour une réunion, ils ne viennent pas. Tu fais une fête, ils sont nombreux, ils sont là. Alors, mais ils sont les premiers à critiquer, oui, voilà, mais il ne se passe rien, Mais tu les appelles pour une réunion qui est pour le bien-être en fait de la communauté. Ils ne viennent pas. Je crois que tu étais témoin. Tu peux faire ça 6 mois à l'avance, ils ne viennent pas. Et c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, je disais, ça fait partie du sabotage en fait dans le système. Alors là, nous avons rendu un mauvais service, c'est que nous avons joué dans le jeu en fait. Comme ils ne viennent pas, on n'organise pas. Et du coup,
Du coup, voilà, la communauté est complètement chutée là. Et mais il y a toujours de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a quand même une base qui fonctionne. Il y a une certaine base qui fonctionne, qui est en fait les gens se rencontrent encore et toujours, je dirais. Il y a... En tant que membre de ce comité directeur, à vous entendre parler, c'est comme si vous n'êtes plus. Hein? Je n'y suis plus. Pour une simple raison où c'est un bon ami à moi qui est président, mais à qui je le dis, j'ai pas arrêté de le dire. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a eu une sorte comment dire, de blocage, que ce soit dans le système en fait qui dirige la communauté congolaise ici, j'ai toujours été le premier à lever ma voix et dire non, on ne peut pas continuer comme ça, on doit faire ceci, on doit faire cela. Donc Jules, à qui j'ai donné beaucoup de, comment dire, hard time. Et malheureusement, je vois que la même chose est en train de se refaire avec mon ami qui est président Martin. Je le dis là, il le sait. C'est honteux que depuis qu'il ait pris la présidence, il n'y a pas eu de réunion, peut-être qu'il y en a eu, de coopération. Il n'y a pas eu de réunion de... Enfin, il y a eu quelques réunions qui ont été appelées, mais bon, il n'y a eu personne. Donc on s'est dit, comme j'ai dit, on s'est dit donc, si personne ne vient, on n'en fait plus. Il y a eu, quelque part, il y a la mauvaise foi de la communauté. Et à laisser aller de notre part, du comité en fait. C'est ce qui a créé ce qui existe aujourd'hui. Et évidemment, à tout moment, il y a un remède, hein, c'est pas un problème, ça peut s'arranger. Bien. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, nous allons prendre une pause et puis revenir après. Une page publicitaire encore, parce que ça c'est un moment chaud. Ladies and gentlemen, Karibu to Congo. What is this? Hello people, Karibu to Congo Kinshasa. Karibu means welcome. We are welcoming you to the Congolese cultures. We are going to exhibit or show it to you, showcase the Congolese cultures, the good side of the Congo. Many of us are used to hearing all this bad news about the Congo, but for once we want to show you the good side of the Congolese cultures. February 11th, starting at 5 p.m. So for more information, look right here. Subscribe, get your ticket, and come. There will be music, food. We will tell you about all the Congolese cultures. See you there. Et bien voilà, nous sommes de retour après cette page publicitaire encore. Je suis très content d'être ici avec M. Fofo Lukata, raison pour laquelle je pense, en parlant de la communauté congolaise de South California dont il faisait partie en tant que membre du comité directeur, je profite pour saluer tous ces gens qui ont servi cette communauté, entre autres le président Pelé de Londi, le président Jules Boele et l'actuel président de la communauté, M. Martin Lutumbwe, et tous ceux avec qui ils ont pu travailler ou ils travaillent encore. Encore sur M. Fofo Lukata. Vous disiez que vous étiez un peu déçu de ce que vous avez fait de la communauté pendant votre temps de règne, et spécialement avec votre frère ami, le président Martin Lutumbwe. Comment vous avez pu gérer cela? Si vous pouvez un peu clarifier encore davantage. Être déçu, je suis déçu. Enfin, je suis déçu parce qu'en fait, ça n'a rien donné, en fait, ça ne donne rien. Mais je n'ai pas fait partie du règne, en fait, comme je viens de dire. Je donnerai mon temps, et j'ai toujours donné, je donnerai encore mon temps pour restructurer cette communauté. Je suis prêt, je donnerai mon temps. J'ai pas l'intention des intentions. Vous pensez que la communauté voterait encore Fofo Lukata à n'importe quel poste? Il n'y a rien à voter, je ne me présente jamais, je n'aime pas me présenter, je veux servir. Wow. Je veux servir, je ne suis pas pour les titres, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'aime pas les titres, je pense que le travail,
on mérite un truc pas par rapport à un travail qu'on donne à titre avant même qu'une personne ait fait quoi que ce soit. Je ne suis pas pour les titres. Et d'ailleurs, j'ai essayé plusieurs fois de dire non. Comme c'est dans nos mentalités de Bantou, le titre président nous monte à la tête, ben mettons secrétaire général. Évidemment, si je comprends bien, tout le comité directeur a abandonné son poste, excepté le président Martin Luther. Je ne parlerai pas pour le comité directeur. Et abandonné comme tel, non. Retiré. Non, moi je crois qu'il y a eu un mandat, il est terminé, Non, je ne fais plus partie du comité. Ah, ok. Ça fait make sense. Oui, make sense. Fin du mandat, vous avez compris qu'il fallait quitter. Vous voulez pas. Je n'ai pas quitté, le mandat est terminé. Le mandat est terminé, il faut paquer vos histoires et puis partir. C'est terminé. Pensez-vous à une carrière dans la politique? Non. Non, parce que vous vivez ici. Non, même si je vis au pays, une carrière dans la politique, je pense que nous avons l'élite politique en fait au Congo est basée sur la fondation est très mauvaise. Je pense que, comme on dit en politique, il n'y a pas de sincérité ni de... Mais bon, la politique chez nous, elle n'est pas pratiquée pour le peuple, elle est pratiquée pour soi. Pour soi. Que pensez-vous de la situation actuelle et surtout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons entendu concernant le 19 décembre, que le président actuel devait quitter, il n'a pas quitté, il est toujours là, il y a eu des tueries comme toujours, mais rien n'a changé. En tant que Congolais qui aime son pays. En tant que Congolais qui aime son pays, je pense que tout peuple mérite le dirigeant qu'il a. Parce que aujourd'hui, le Congo a Kabila, c'est parce que le Congo veut avoir Kabila. Si le Congo a Tshisekedi, c'est parce que le Congo veut avoir Tshisekedi. Le Congo a Kabila parce que le Congo veut avoir Kabila. Les Congolais veulent avoir Kabila. Veulent avoir Kabila. Et je ne le dis pas dans le sens où ils sont pour Kabila. Je veux dire, ils le méritent. Le Congolais mérite Kabila. Comment ça? Parce que quand on ne veut pas de quelque chose, on s'en débarrasse. Par tout moyen. By any means necessary. On s'en débarrasse. Vrai ou faux? C'est vrai. On ne peut pas s'asseoir avec une maladie en disant que moi j'ai telle maladie, je souffre de telle. On essaie de prendre des médicaments pour enlever la maladie. On essaie de se débarrasser, on arrive même à couper. Pensez-vous que les Congolais n'ont fait pas quelque chose pour se débarrasser de lui? Je pense que oui, mais encore une fois, la classe politique congolaise a complètement foiré. Je suis désolé pour ce qu'il en est, mais bon, la faute est à la classe politique. Et la classe politique que nous avons, nous la méritons. Nous la méritons parce qu'en fait, ce qui s'est passé, je vais un peu expliquer en deux mots, ce que je pense qui s'est passé, qui s'est passé au Congo, pourquoi on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je pense que pendant Mobutu, donc ça fait depuis des années, il y a eu un laisser-aller incroyable dans le niveau des J'ai compris que vous donnez beaucoup plus la responsabilité aux Congolais. Voilà. Au peuple congolais. Continue. Malheureusement, c'est pas de la faute du peuple en fait. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais donc, tout à l'heure, c'est que pendant Mobutu, jusqu'à présent, l'éducation, il y a eu un laisser-aller incroyable dans l'éducation. Ça fait que quand vous avez un peuple qui n'est pas éduqué, il ne revendique rien. Il ne sait pas revendiquer son droit, il meurt de faim. Mais maintenant, ils font quand même quelque chose. Mais justement, ils font quelque chose, c'est par rapport aux gens comme vous, qui mettent en fait, par rapport aux médias et tout ce qu'il y a comme services sociaux, et tout ça, enfin, comment dire, social media plutôt. Et c'est ça qui éveille un peu la conscience du Congolais comme tel. J'entends des journalistes qui disent, mais quand ils parlent aux gens de rassemblement, mais vous aussi, mais c'est vous, mais vous aussi, mais c'est pour vous, c'est pour le peuple. C'est pas le rassemblement, c'est pour le peuple. Maintenant, voilà, comme il y a eu ce laisser-aller dans l'éducation congolaise, en fait, je veux dire, les écoles, quand on voit les études
les étudiants qui finissent leur... comment on appelle ça encore Bac ou... La licence Non, comment on appelle ça comment diplôme d'État. Diplôme d'État. Mais pour moi, la majorité, je veux dire 80%, c'est zéro. Zéro. Alors, comment voulez-vous que quelqu'un qui est de ce niveau-là connaisse ou revendique ses droits comme il faut? Un mot congolais qui vous regarde partout dans le monde. Un mot, je dis, congolais qui me regarde partout dans le monde, je dis, on ne mérite que les dirigeants qu'on a. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que, quoi qu'il en soit, il faut te évapoter les mains, quelque part. Parce que on supporte des gens qui... Le peuple est en train de supporter des gens qui sont, en fait, qui, après leur campagne, passent dans les rues pleines de trous et tout. Ils passent sans problème, ils vivent comme il faut. Et on vous donne $2, c'est bon, vous sortez, vous changez complètement la vie, vous mettez un t-shirt d'une personnalité qui ne vous aime pas, en fait. Et Bissot, en fait, nous, en tant que peuple congolais, nous devons divorcer culte de la personnalité. Culte de la personnalité, on a dit, c'est ça qui tue le Congo, en fait. Quand on parle de l'UNC, on parle de Cameroun. On parlait de MLC, on parle de Bemba. On parlait de l'UDPS, on parle de Tshisekedi. Alors que ça devrait être plus l'idéologie, en fait, du parti qui doit être quelque part l'hameçon. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça fait que ces gens, quelque part, ils se sentent qu'ils ont le droit sur le peuple congolais. Aujourd'hui, pensez-vous que le Congolais souffre un peu de la succession de leadership? Ce que je veux dire, je pense que le Congo a des gens en général très intelligents. Très intelligents. Le Congo est un pays riche en tout. Ça, je le sais. Mais quand une richesse est mal gérée, les résultats sont comme ça. Raison pour laquelle je vous pose la question de savoir, pensez-vous que nous préparons le leadership plutôt? Nous, à ce moment-ci, Fofo et les leaders. Et voilà. Est-ce que Fofo pense à sa succession? Voilà, ma succession. Aujourd'hui, je ne suis pas là. Voilà. Je ne parle pas de Fofo Lukata, c'est juste un exemple. Non, tout à fait, j'ai tout à fait compris. Par exemple, le vieux Tshisekedi. Maintenant, je vais plutôt revenir à Fofo. Préparer une succession de quoi? Alors, il faut qu'il y ait un travail qui soit battu, il faut qu'il y ait un résultat qui soit visible et palpable pour dire non. Maintenant, on va maintenir la succession de ceci. Mais pas la succession de n'importe quoi. C'est ce qui se passe au Congo. Nous nous battons aujourd'hui au Congo. Il faut que Kabila parte. Kabila part aujourd'hui. Qui sera le président? On a cette Congolais, il y a quoi? Ça, c'est connu de 70 millions de Congolais. On trouvera bien parmi. Ce que je veux dire, je veux être correct quelque part. Je ne veux pas pointer je veux pas citer de nom. Quoi que ce soit. Mais si la question quelque part, c'est pour me demander qui je supporterai, qui je verrai. Non, ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Moi, ma question, c'est juste je clarifier quelque chose. Je vais te clarifier quelque chose. Aujourd'hui, je pense que nous souffrons d'un problème de préparation des leaders. Parce que quand nous avons un leader à la tête de quoi que ce soit, vous ne verrez, je ne veux pas dire jamais, mais il serait difficile de voir la préparation de celui qui pourra le succéder aujourd'hui s'il n'est pas au pouvoir. Alors, il y a une voilà distinction pourquoi la question Kabila part aujourd'hui, comme nous devions le faire le 19. Il faut faire une distinction qui prendrait la place entre préparer et le mérite, en fait. Un roi prépare un héritier du trône. Un président ne prépare pas son successeur. Non, un pays, un parti peut préparer un candidat. Mais c'est cette mentalité, c'est justement le culte de la personnalité qui fait qu'on se dit, mais tiens, Félix devrait remplacer Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi devrait remplacer. Et chez nous, on trouve ça normal. Je n'ai I'm not taking anything away from Félix Tshisekedi. Il est ce qu'il est, c'est un homme intelligent. Mais je ne pense pas que ce soit comme il y a eu, le papa Kabila est mort, comme si c'était une monarchie. Et le fils doit remplacer. Et évidemment, dans cette mentalité de culte de la personnalité, on se dit, ah oui, le papa est mort, c'est normal que le fils remplace. Mais sur quel mérite? Sur quel mérite? Voilà, je pense que
nous nous acheminons. Maintenant, nous sommes presque à la fin de notre petite, je ne sais pas, interview, conversation, de cette petite visite chez M. Fofo Lukata. Je voudrais vous dire au revoir, mais je ne quitterai pas sans vous demander de dire quelque chose. Peut-être que je ne vous ai pas posé la question sur n'importe quoi. Vous voulez parler en public. Feel free. Je suis triste pour le Congo. Je suis très triste. Et quand je dis je suis triste, je pense que le mot triste, il n'est même pas à la hauteur. Un si beau et si grand et si riche pays, mais qui n'a que des résultats médiocres, soit politique, en finance, en quoi que ce soit, c'est triste. On a perdu énormément de vie dans l'Est du Congo, mais rien ne se fait. Alors, quand je disais qu'on n'a que les dirigeants qu'on mérite, je pense même pas. Là maintenant, je ne dis pas, je ne pense même pas qu'il ait même fallu qu'on connaisse ces dialogues et tous ces conneries. Pour moi, ce sont des conneries. Quand un mandat est terminé, il est terminé. Maintenant, s'il faut passer aux élections, on passe aux élections. Mais comment est-ce qu'on peut nous s'attarder? On s'attarde à, ouais, voilà, le dialogue. Mais qu'est-ce que le peuple congolais en général comprend du dialogue? Rien. Alors, ce que je vais dire au peuple congolais, c'est surtout que, d'abord, je vais dire, j'ajoute un peu sur ce que je disais. Il n'y a pas que la Constitution, mais dans la Constitution, il n'y a pas que le mandat. Il y a énormément de fautes, il y a énormément d'erreurs qui nous empêcheraient même d'arriver à ce dialogue qu'on est en train. Il y a eu des morts, il y a des fuites de fonds, d'argent de gauche à droite. Ça ne suffit pas pour impeach somebody. Mais on a tous ces avocats dans ce pays-là, mais saisissez-vous de ce qu'il faut. On se base tous sur la succession, sur qui je serai, qui sera ministre, qui sera Premier ministre, qui sera président. Alors, au peuple congolais, je dis ceci, tout est c'est tout ce que je peux dire. Tout est Maya Mouremsa à venir avant Misso, c'est l'avenir de ce grand pays qui est dans nos mains. Et surtout aux jeunes qui, quand ils quittent le Congo, ils tournent le dos au Congo. On finira tous par laisser ce Congolais aux étrangers. Ok, merci beaucoup. On a fini, mais il y a quelque chose qui me revient à la tête. Ouais. Vous avez un peu déstabilisé vos jeunes de la MJCC, ou même du MJCC, le mouvement des jeunes congolais de la Californie du Sud, lors de leur événement, juste par une petite question. En fait, que pensez-vous de ce mouvement-là, juste en 2-3 lignes, pour que nous finissions? En 2-3 lignes, j'encourage qu'il y ait de rassemblements, en fait, des mouvements, mais qui veulent faire des choses positives, en fait. Je ne pense pas qu'il y ait des retaliations soient nécessaires. Et à ce moment-ci, je veux dire, évidemment, comme la communauté ne marche pas, ils ont le droit de se rassembler, d'avoir une certaine vision pour leur futur. Mais il faut que ce soit bien fait, que ce soit fait comment dire, que ce soit bien organisé, en fait, dans une bonne structure, en fait, desquelles on sera fier, en fait. Ok, voilà sur cette note du MJCC, de mouvement de jeunes congolais de la Californie du Sud. Je vous salue tous au nom de Curieux Show et je vous encourage dans ce que vous faites. Patrick Mwimba, Triniko Beaboa, Tom Massamba, Glody Batanga Maro, vous tous, Hérode Kiutila, continuez, soyez forts, n'arrêtez pas. Nous sommes derrière vous, faites des bonnes choses. C'est ainsi que nous allons terminer la petite conversation qui nous a été accordée par M. Fofo Lukata, ici présent. Je lui dis merci et je ne cesse de dire merci. Merci à toi d'être passé, merci d'avoir pensé à moi. Pas penser à moi personnellement, mais à ce que je peux apporter en fait. Merci beaucoup. Voilà pourquoi nous pensons à tous qui soutiennent ces shows, des Curieux Show. Nous
Commençons par Hugues Follet qui ne cesse de soutenir, Cédric Tangamutuchanana, Afronaute 89 Coucou, vous êtes tous très bien dans le soutien de ce show. Didier Bangou, je n'oublierai pas, tes commentaires font toujours du bien à ces shows. Je pense à tous ceux qui sont à l'extérieur du pays. Poupouche Londolé, Adi Londolé, soutenez le show et nous allons continuer comme ça. Nous vous aimons bien et qu'est-ce que nous vous disons? Bye!